comment on en est arrivé là, à cette obsession collective pour le poids, les calories, l'IMC? Mhm. On a l'impression que c'est une question purement médicale, une affaire de science, de santé. Oui, que c'est objectif. Exactement. Mais si c'était plus compliqué, s'il y avait des forces invisibles, historiques, culturelles, qui avaient complètement façonné notre regard sur le corps? C'est tout à fait le pari de notre analyse aujourd'hui. On va explorer ça en s'appuyant sur des extraits de L'invention de l'obésité de Pierre Fraser. D'accord. Lui, il décortique les travaux du sociologue Claude Fischler. Et l'idée de fond, elle est simple, mais elle est puissante. C'est-à-dire? Ce qu'on appelle la lutte contre l'obésité, c'est pas tombé du ciel. C'est le point de rencontre de trois immenses courants. 3 courants. Voilà. D'un côté, la médecine, qui adore mesurer, classifier. De l'autre, la mode, qui définit ce qui est beau, ce qui est désirable. Et enfin, la cuisine, ce qu'on a dans nos assiettes tous les jours. D'accord. Médecine, mode et cuisine. C'est le mélange de tout ça qui, au fond, décide de ce qui est un corps, acceptable ou non à une certaine époque. Alors, plongeons là-dedans. Et pour commencer, j'aimerais qu'on s'arrête sur une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit depuis des décennies. Je vois où vous voulez en venir. Imaginez une époque où votre médecin vous féliciterait pour votre embonpoint. Ça paraît fou, non? C'est de la science-fiction aujourd'hui. Et pourtant, c'était la norme il n'y a pas si longtemps. Comment un mot qui voulait dire bonne santé est devenu un quasi-diagnostic? C'est le point de départ parfait, vraiment, parce que ça illustre une inversion de sens, mais totale. Jusqu'au milieu du 19e siècle, en bon point, c'était littéral. Être en bon point, En bonne condition? exactement. Avoir quelques rondeurs, c'était un signe de robustesse, de prospérité. Ah oui, bien sûr. Il faut se remettre dans le contexte. Dans un monde où la famine était une menace réelle, constante, être bien en chair, c'était la preuve visible que tout allait bien pour vous. C'était un capital. Un signe de statut social même. Tout à fait. C'est fou d'imaginer ça aujourd'hui, à l'heure des applis de fitness et des produits sans sucre ajouté. Mhm. L'idée même que la rondeur ait pu être désirable semble venir d'une autre planète. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est quoi le point de bascule qui a tout inversé? Ce n'est pas un seul événement, mais plutôt une sorte de tempête parfaite à la fin du 19e. D'accord. Plusieurs phénomènes se télescopent. D'abord, la médecine clinique devient obsédée par la mesure. On veut tout quantifier. Ensuite, il y a cette nouvelle foi dans la science positive qui pense pouvoir trouver des lois objectives pour tout. Et au milieu de ça? Et au milieu de tout ça, il y a un homme, un statisticien belge, Adolphe Quetelet. Quetelet. Ça me dit quelque chose, ce nom. Il cherchait à définir l'homme moyen, une sorte d'idéal statistique, quoi. D'accord. Et pour ça, il a inventé un outil qui a tout changé, ce qu'on appellera plus tard l'indice de masse corporelle, le fameux IMC. Ah, le voilà. Et là, tout bascule. Le corps n'est plus juste une apparence, il devient une donnée chiffrée. Votre poids devient un point sur un graphique qu'on peut comparer à une norme. Donc le pouvoir n'est plus seulement chez le roi ou le politique, il est aussi dans la calculatrice du statisticien. C'est ça. C'est lui le nouvel arbitre de la normalité corporelle. C'est une excellente façon de le dire. L'embonpoint, qui était un signe de vie, de santé, devient une déviation par rapport à une moyenne statistique. Et le mot change de sens? Le mot lui-même devient péjoratif. C'est une condition à surveiller, un risque. Le discours scientifique n'a pas seulement décrit une réalité, il a créé une nouvelle hiérarchie sociale des corps. Il a littéralement retourné la perception collective comme un gant. Ok, donc le sens d'un mot change et avec lui tout le prestige qui y était associé, mais j'imagine que ce processus ne s'est pas arrêté là. Cette norme, elle n'est pas restée gravée dans le marbre. Loin de là. Et c'est le deuxième point crucial de l'analyse de Fischler. Non seulement on a défini une norme, mais on a cessé de la rendre plus stricte. Ah oui, oui. L'inquiétude s'est déplacée. Au début, on s'inquiétait de l'obésité manifeste, une condition rare. Puis, petit à petit, le projecteur s'est braqué sur le simple surpoids, puis sur l'embonpoint. La zone de danger n'a cessé de s'étendre. Exactement. Attendez, ça veut dire que ce qu'on considère comme un surpoids aujourd'hui n'était peut-être pas considéré comme tel il y a 30 ou 40 ans. C'est tout à fait ça. Les seuils de l'IMC, pour définir le surpoids et l'obésité, ont été abaissés à plusieurs reprises au cours du XXe siècle. Par qui, par exemple? Notamment par des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé. La source est très claire là-dessus, ce n'est pas tant la notion d'excès de poids qui varie, mais, je cite, les normes et les critères qui la définissent. La cible bouge constamment. Et toujours vers le bas. C'est terriblement anxiogène. On peut être normal un jour et se réveiller en surpoids le lendemain.
sans avoir pris 1 gramme. Oui, juste parce qu'un comité a décidé de déplacer un curseur. Ça me fait penser à toutes ces applications qui comptent les calories. On met littéralement en train d'appliquer les statistiques de Quetelet à notre déjeuner. C'est un peu déprimant, non? C'est exactement l'idée. Fischler parle de maladie de civilisation. Maladie de civilisation. Oui, chaque fois qu'on abaisse le seuil, on ne fait pas que mettre à jour une donnée scientifique, on crée socialement des millions de nouveaux malades potentiels. On génère de nouvelles populations à risque qu'il faut Éduquer, surveiller. prendre en charge, voilà. C'est ce qu'il appelle un processus de construction de la maladie en tant que situation sociale marquée du signe de la déviance. Dépasser un certain poids, ce n'est plus un état, c'est un statut social déviant. Cette idée de maladie construite est vertigineuse. Si la frontière entre sain et malade est une convention sociale qui bouge, ça veut dire que ce qu'on considère comme dangereux l'est aussi. Mhm. On nous dit de nous méfier du sucre, du gras. Est-ce que cette méfiance est purement scientifique ou est-ce qu'elle fait aussi partie de cette construction? On touche au cœur du troisième courant ficien. La cuisine, l'alimentation. Et votre question est la bonne. Évidemment, il y a une réalité biochimique. Mais Fischler montre que la condamnation quasi morale de certains aliments, Le gras, le sucre. voilà, elle dépasse largement le cadre scientifique. Et ce qui est fascinant, c'est que les scientifiques eux-mêmes sont influencés par ça. Là, j'ai un peu de mal à suivre. Est-ce qu'on est en train de dire que des décennies de recherche nutritionnelle sur les dangers du gras saturé, par exemple, sont juste de préjugés culturels? Non, non, attention, il y a bien une réalité biologique derrière, non? Où est la limite entre l'analyse sociologique et le déni de la science? La nuance est capitale. Il ne s'agit pas de nier la biologie, mais de comprendre que la science n'opère pas dans une bulle. La source le dit très bien, médecins et savants sont eux-mêmes travaillés par les mouvements profonds de la civilisation. C'est-à-dire? La société du XXe siècle a développé des valeurs de maîtrise de soi, de légèreté, de performance. Le gras, symboliquement lourd, lent, est devenu l'ennemi parfait dans cette nouvelle culture. Ah, je vois. Ça n'invalide pas les études sur le cholestérol, mais ça explique pourquoi le gras a été diabolisé avec une telle ferveur, alors que d'autres problèmes ont peut-être été mis de côté. Le regard du scientifique est orienté par les obsessions de son époque. Donc l'idée que mes choix alimentaires sont purement personnels, une question de goût ou de volonté, c'est une illusion. Pour Fischler, c'est plus qu'une illusion, c'est un concept erroné. Il n'aime pas le terme habitude alimentaire. Pourquoi? Il trouve ça trop individualiste. Il préfère parler de système culinaire ou de structure culturelle de goût. Des systèmes culinaires. Oui, ce sont des schémas, des patterns sociaux très puissants qu'on absorbe sans même s'en rendre compte. Donnez-moi un exemple concret de ces systèmes. Pensez à la structure même d'un repas équilibré en France. Entrée, plat, dessert. Mhm. Ou à la composition de l'assiette principale, cette sainte trinité, protéines, féculents, légumes. Ce n'est pas une loi de la nature, ça. C'est une construction culturelle. Exactement. C'est un pattern hérité de la diététique du XXe siècle. D'autres cultures structurent leurs repas de manière complètement différente. Ces systèmes nous dictent quoi manger, comment, à quelle heure, avec qui. D'accord, je vois mieux. L'autre exemple frappant, il est dans la source, c'est le supermarché. Les rayons entiers de produits allégés, enrichissant fibres, sans sodium, bio. Ah oui, c'est vrai. L'existence même de ces catégories est la matérialisation de nos angoisses et de nos idéaux alimentaires collectifs. Ces produits n'existent que parce que tout un système santé publique, médias, influenceurs nous a convaincus que manger normalement, ça ne suffisait plus. Il faut manger de manière optimisée. Voilà. Donc si je résume ce qu'on vient de voir, on a un mot, embonpoint, dont le sens s'est complètement inversé. Oui, On a des seuils médicaux qui bougent et qui créent de plus en plus de malades. c'est ça. Et on a des choix alimentaires qu'on croit personnels, mais qui sont en fait guidés par des structures culturelles très profondes. Si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça nous dit au final? Ça nous dit que notre vision de l'obésité n'est pas une vérité objective et éternelle. C'est une construction sociale. C'est le résultat d'une longue histoire où des idées médicales, des normes esthétiques et des angoisses alimentaires se sont entremêlées. Et renforcés mutuellement. Exactement. Pour produire le regard que nous portons aujourd'hui sur le corps. Ce que l'on vit comme un problème individuel, je dois perdre du poids, est en fait l'écho d'un siècle et demi de transformation sociale. On est donc les héritières de Quetelet, des magazines de mode du début du XXe siècle et des premières campagnes de santé publique. En quelque sorte, oui. Et on se débat toutes avec cet héritage. C'est exactement ça. L'intérêt de cette approche, ce n'est pas de dire que le poids ou la santé ne comptent pas. Attention. Bien sûr. L'intérêt, c'est de prendre du recul.
de comprendre pourquoi on pense comme on pense. Ça permet de voir ce qui se cache derrière les chiffres de l'IMC ou les injonctions à manger mieux. Des valeurs, des angoisses. Des rapports de pouvoir. C'est une invitation à regarder au-delà de la balance pour voir les forces culturelles qui nous façonnent. C'est une perspective vraiment puissante. En résumé, si on devait retenir l'essentiel de cette analyse, premièrement, les mots ne sont pas neutres, ils construisent la réalité. Embonpoint est passé de compliment à stigmate. Tout à fait. Deuxièmement, la norme est une fiction sociale. Les seuils qui définissent le surpoids sont une cible mouvante qui génère une anxiété permanente. Et troisièmement, nous ne mangeons pas seuls. Nos assiettes sont remplies de culture et d'histoire. Le point fondamental, c'est de réaliser que ce qu'on perçoit comme un problème médical ou une défaillance personnelle est en fait un phénomène social et historique, incroyablement complexe. Oh, oui. Il est façonné par des forces qui nous dépassent et qui opèrent souvent à notre insu. Comprendre ça ne résout pas tout, mais ça permet d'aborder la question avec plus de nuances, plus d'esprit critique, Et peut-être un peu moins de jugement. et peut-être un peu moins de jugement, envers les autres comme envers soi-même. C'est une excellente conclusion. Et pour finir, comme toujours, une dernière question pour prolonger la réflexion. Si on accepte que nos idéaux de beauté et de santé sont des constructions culturelles, en mouvement perpétuel, Oui. ça ouvre une question vertigineuse. À quoi ressemblera le corps idéal dans 50 ou 100 ans? Et quelles forces le définiront? La médecine encore? Ou des forces nouvelles, comme l'intelligence artificielle, qui optimisera nos régimes? Ou les technologies de modification génétique. Qui sait? La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'il sera sans doute très différent du nôtre et que nos descendants trouveront nos obsessions actuelles aussi étranges que nous trouvons l'éloge de l'embonpoint.